Panthéclic. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu... Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu... Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu... Donne-moi les paroles. 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 J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'aime.
Et bien le bonjour à tous les copains, bien le bonjour, 16h43. Avec de l'avance, j'espère que vous allez bien les amis. Bonjour à tous, on l'a refait les amis, j'espère que vous allez bien. C'est beaucoup mieux avec le son. Et une fois n'est pas coutume, c'était de ma faute. Le truc était débranché, j'ai rebranché et là par une magie assez incroyable, ça marche. Donc on y est, on l'a refait, ni vu, ni connu. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en pleine forme. 16h46, du coup tu vois on était en avance et bien on est en retard. Voilà, c'est les aléas du direct. J'espère que vous êtes plein badin les copains, que vous êtes en forme. Moi non, voilà, c'est ce que je vous disais, parce que retour de spectacle, c'est du classique, ça retombe un peu, la folie, l'adrénaline, donc voilà. Je suis un peu fracasse aujourd'hui, mais on va faire une émission, il y aura des blagues, parfois un petit peu grasses, ça peut arriver, il y aura des blagues d'une rare finesse, il y aura tout. Il y aura tout, il y aura du juste bistrot, comme vous l'aimez. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Dites-moi, on commence avec ça, on est lundi, vous le savez, la tradition avant tout. Qu'avez-vous fait de beau ce week-end? Dites-moi un truc qui vous a fait du bien, qui vous a régalé ce week-end, un truc qui vous a fait plaisir. On commence avec ça, c'est la tradition du lundi, vous le savez, on aime bien, parce qu'il faut parler de choses sympatoches. Ben oui, attends, non mais, donc dites-moi un peu ça dans le chat. Alors attends, ça manque de volume, hein, c'est pas impossible parce que du coup c'est vrai que j'ai débranché, donc je suis à fond là je suis à fond la forme. Hein. Attends mais du coup lui je l'ai changé tout à l'heure, du coup c'est pas le bon, c'est plutôt ça. Ah c'est mieux là, là ça va dans le jaune, ça y allait pas tout à l'heure. Donc à mon avis. Là, on est pas mal. Là, on va pouvoir pousser la chansonnette. Voilà. Marie Ronceret nous dit j'ai chopé la crève. Voilà, ça c'est pour un truc. Bonne nouvelle, t'as tout compris. Non, j'espère que ça va aller. Faut se soigner évidemment. Il y a du jeu de société en famille nous dit Gatsby. Voilà. Grand Prix de Formule 1 pour FFL NA. C'est Mexique, non? C'était Mexique ce week-end. J'ai même pas vu qui a gagné. J'ai même pas lu l'équipe ce matin. J'ai pioncé comme un gros sac. Subskills qui dit ça faisait longtemps que j'étais pas sur le live. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas de live.
parce que je me suis tiré, le dernier c'était mercredi je crois, mercredi dernier, la semaine dernière. Donc là on reprend toute la semaine ensemble. Alexandrine 59, j'ai mangé une frite fricadelle, ça c'est vrai que c'est bon, ça fait plaisir, c'est le Nord, voilà, vive le schnorr comme on dit. Kido 421, tartiflette ce week-end, du dos crawlé dans le fromage fondu, je transpire encore du gras, je suis heureux, ça fait plaisir. Ah ça c'est les bonnes nouvelles comme on les aime. Motoculteur au potager avant le semis des fèves pour Adrien au soleil. Alictes nous dit j'ai regardé Le Crime était presque parfait d'Hitchcock, repas en famille pour Game Over Reset, et ça fait plaisir. Voilà, Alexandrine 59, Grand Prix de MotoGP également, coupage du bois de chauffage pour Cook 54, Petit Mont d'Or et Chaume au four pour Olivier Mars 13. Mais ça régale, voilà, ça fait plaisir. Engrim Van Horstman qui nous a collectionné les tuiles, j'ai pété mon écran et crevé un pneu. Alors les deux en même temps ou comment tu t'es démerdé? Parce que belle perf, pour un week-end, belle performance. Bravo, on a le Pierre Richard du milieu, ça y est, on l'a trouvé, et c'est pas moi, pour une fois. Donc ça vous apprendra. Ça fait 3 kilos de champignons ramassés cet après-midi pour Tank Girl. Ça régale aussi. Ah, il y a des belles choses. Tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Blue Octopus 0608 qui dit moi, c'est l'heure de ma pause au boulot. J'en profite pour vous faire un bisou. Et ben nous aussi, on te fait un bisou, évidemment. Non mais. Et Engrim Van Horstman qui précise l'un après l'autre dans la même journée. Bravo. bravo. Et Alictes qui dit mon homme nous a fait des raviolis maison, de la pâte à la farce. Alors ça, c'est bon. Ça, ravioli, je voulais dire. Mme Milieu m'avait offert ça il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'est Noël dernier. Un laminoir. Rien à voir avec un copain d'origine africaine. Attention. C'est un instrument de cuisine pour faire des pâtes nous-mêmes. Et c'est magnifique. C'est magnifique et tu peux faire des raviolis. Parce que les raviolis, c'est pas compliqué. Eh oui, hein. Si voilà, c'est pas si compliqué. Tu fais ta pâte, tu fais ta farce, c'est terminé. Tu peux foutre ça à la fourchette pour coller les bords. Tu mets un peu d'eau avec de la farine, ça fait une colle naturelle. Merci, au revoir. Donc c'est non, ça régale. Intomac qui dit vive le changement d'heure. C'est vrai que c'est peut-être ça qui m'a mis dans la quiche. C'est pas impossible non plus. Tank Girl qui dit t'aimes pas les champignons Rémi? Si. Bonne poêlée de champignons, beurre, ail, persil, je suis ton homme, y a pas de problème. Scarface 04, on fait la citrouille avec le gamin, franchement, passer des 20 ans à faire du rugby et boire des coups à 40, faire des citrouilles, y a pas débat, c'est le beau geste. J'aime bien. Et Olivier Marstrez qui dit d'ailleurs Rémi, si tu n'as jamais goûté le chaume au four, je te le conseille vivement, c'est une tuerie, c'est encore meilleur que le Mont d'Or. Alors je vais t'avouer un truc, je connais pas le chaume. Alors attends, on va commencer tout de suite avec un point culture. C'est un fromage. Oh là là. Alors tu vois, sans déconner, je connaissais pas. Fromagerie des Chaumes. Non, c'est pas ça, si. Non, ça n'a rien à voir. Le chaume, voilà, est un fromage au lait de vache. Pourquoi c'est une page en anglais? Dehors, infâme teuton. Voilà. Chaume est un fromage au lait de vache originaire de Saint-Antoine de Breuil dans le Périgord. Ah ouais. Alors, et, tu vois, je connaissais pas, tiens. Ouais, ça a une bonne fif, hein. Ça a une bonne tête, ça me parle. C'est un univers qui me parle, ça. Il y a un côté chaussé aux moines dans la dégaine, non? Je connaissais pas. Et ça, au four, ça doit être coquin, quand même. Hein. Ça a l'air un peu épais, comme une pâte un peu épaisse, là. Ah, il commence bien, cette émission. Là. Ah, vous m'avez réveillé d'un coup, là. Un bout de fromage, on est reparti. Gab Venturi qui dit j'ai gardé l'heure d'été et depuis je vis dans le futur, pas mal. Et Marie Ronceret, mais punaise vous faites suer, j'essaie de commencer le régime avant l'hiver. Ah sur le Juste Bistrot c'est mal foutu, je te le dis. Ah ouais, donc Olivier Mars 13 nous file la recette, il est présenté en boîte comme le Mont d'Or, tu le piques de gousse d'ail et tu l'arroses de vin blanc, le tout 25 minutes au four, et hop une tuerie. Et tu vois, je connaissais pas quand. Ça me botte, comme disaient nos amis nazis. Non. T'as vu, j'avais dit, je suis fatigué, je maîtrise plus vraiment ce que je vous dis. Donc, du bon week-end. Et il y a Stealth 5 qui vient de débouler, qui dit salut, comment ça va? Ben, super. Et toi, est-ce que ça va? Voilà, est-ce que tout le monde va bien? Ben moi, les amis, ce week-end, pour partager aussi, ben oui, déjà, Toulouse a gagné. Déjà, Toulouse a mis une branlée à Toulon, ça fait plaisir. Alors attends, il y a Dizzy59, mais je sens que mon hygiène de vie, c'est le sujet qui vous branche, parce que Dizzy59 nous dit, en parlant de régime, tu en es où des douches froides? Tu as arrêté ou tu as continué? Est-ce qu'il y a eu des bienfaits? Alors déjà, je vois que ça saute pas aux yeux, si tu poses la question. Non, bien sûr, mais je te dis, sans déconner, ça va faire, je sais même plus maintenant, ça va faire 2 ans.
Ouais, ça va faire. Je crois que oui, ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans et je fais que la douche froide maintenant, sans déconner. Ah, je vais pas vous en parler toutes les émissions. Je suis pas, c'est pas une émission de santé naturelle non plus, mais non, sans déconner, j'ai jamais arrêté. Il y a une seule fois, j'ai pris une douche chaude. J'étais un petit week-end amoureux dans un spa. T'as capté? Spa, le hammam, tout ça, week-end de gros baiseurs, comme on dit. Donc j'ai pris la douche chaude parce que j'avais pas le choix. T'as un parcours, tu te fous de la flotte sur la gueule. Bon là, elle était chaude. Et je me suis juré que c'était la dernière. Non, faut pas déconner. Je suis pas un extrémiste du glaçon, mais je suis pas de la famille de Véronique Courgeot non plus. Mais non, sans déconner, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Ça fait 2 ans ces conneries et c'est super. Je continue à en tirer des bienfaits. Ce qui est chouette, c'est que, enfin, je vous en ai déjà parlé. Je vais pas faire 3 heures là-dessus, mais on papote. Hein. Je vous l'ai dit aujourd'hui, je suis fatigué. Ça va parler de n'importe quoi. Après, j'ai des sujets. Oui, je vous donne les sujets intéressants pour vous tenir un peu en haleine. Après, je reparle de mon fion dans la douche. On dirait que c'est un village dans le Calvados d'ailleurs. Mon fion dans la douche. Mais bon, bref. Après, on va parler affaire du petit Grégory. Ah oui, ça, tiens, tu vois, alors là, ça, c'est pas marrant. On va parler affaire du petit Grégory. Il y a un truc qui m'a énervé, qui est complètement passé à l'ombre ces derniers jours. Et on va parler de la grande manipulation qui continue. Permis de conduire, test ADN, sécurité sociale, sujet grognon. Vous allez voir. Donc, tu vois, il y a des trucs sérieux qui arrivent. Donc, je reviens à mon fiac en milieu aquatique. Alors, je raconte l'histoire pour ceux qui la connaissent pas, parce que je sens que ça tient tout le monde en haleine. Comme dirait Woody. Voilà, ça c'est de la merde par exemple. Woody Allen, pour ceux qui n'ont pas compris. Il y a 2 ans, on dormait dans la famille de même milieu, chez les collègues à eux qui nous prêtaient un logement pour les fêtes de fin d'année, c'était formidable. On déboule après 7-8 heures de route, un truc comme ça. Et pas d'eau chaude. Pas d'eau chaude, on n'arrive pas à allumer le chauffe-eau, puis moi de toute façon je suis bricoleur comme pas deux, donc je me suis dit tiens, tant pis. Tant pis, j'ai 8 heures de route dans les baskets, je commence à sentir le fromage affiné en fin de semaine, donc on va partir sur un projet douche froide, et c'est pas grave. De toute façon, vu ce qu'il y a dans le slip, on va pas réduire de 50%. Et là, je pars sur la douche froide. Et j'avais rarement aussi bien dormi de ma vie. Je me suis dit coup de bol, hein, comme beaucoup, j'avais lu des articles, des conneries sur les bienfaits de la douche froide, tu sais, en une de Femme Actuelle, hein, les bienfaits de la douche froide, comment survivre à la ménopause grâce au brocoli. Donc bref, bon, alors, le brocoli, je m'en branle, mais la douche froide, j'avais lu des trucs comme quoi ça avait, ça avait des bienfaits, on va dire. Et sur ce coup, je me dis quand même, on va retester. J'ai pas forcément des problèmes de sommeil, mais tu vois, je gamberge quoi. Avant de dormir, j'ai le cerveau qui tourne. Faut que je fasse mon débrief de la journée. Tu vois, dans ma tête, c'est un conseil d'administration du CAC 40 qui gérerait une sandwicherie du côté des Sables d'Olonne. Donc, faut que je débriefe. Tu vois, j'ai le conseil d'administration qui se réunit et il me faut toujours 20-30 minutes pour m'endormir. Voilà, vraiment, je considère que vous en avez rien à foutre, mais je vous le raconte quand même. Et bref, le lendemain soir, je reprends la douche froide, alors que bon bah voilà, on nous avait allumé le chauffe-eau, ça marchait, hein. Et rebelote, et je dors super bien. Et je me dis, vas-y, je lâche pas, on continue, je m'en mets une le matin, c'est-à-dire que le matin, ça me réveille terrible, ça te met une énorme claque, et le soir, ça t'aide à t'endormir. Et puis je commençais à sentir des effets sur l'énergie, sur la digestion, des trucs comme ça. Et tu vois, je me suis dit quand même, alors ok, c'est pas du tout agréable. Je vais pas vous raconter d'histoire. Franchement, j'ai mis 3 mois à considérer que c'était plus une tannée. Donc, c'est pas super agréable. Mais franchement, je touche du bois. Je continue à en sentir des bienfaits encore aujourd'hui sur le sommeil. Vraiment, je peux compter sur les doigts de deux mains les nuits où j'ai eu du mal à m'endormir comme avant, à gamberger, à bricoler et tout. Sur l'énergie générale, du coup, je me douche 2 fois par jour, une le matin et une le soir. Alors, c'est express, hein, t'inquiète pas que je chantonne pas du Pavarotti sous le jet d'eau. T'inquiète pas que ça va vite. Hein. Il y en a pour 3 minutes. Et Madame Milieu, elle me dit tiens, il n'y a pas que la douche. Donc, voilà. Mais je te jure, le sommeil impeccable. L'énergie la journée, je pense que ça joue. Digestion impeccable. Bon, de toute façon, niveau bidon, on est super depuis le début. Depuis, à mon avis, que j'ai 3 jours, niveau bidon, ça marche. Et le soir, ça m'aide à m'endormir. Donc, écoute, c'est pas scientifique ce que je vous dis, mais en tout cas, moi, j'en tire des super bienfaits et j'ai pas arrêté. Et comme dit, il m'a fallu 3 mois avant que ce soit plus une tannée. Là, ça va faire 2 ans en décembre et maintenant, je m'en fous. Été comme hiver, tu vois, bah, le corps s'habitue, je pense, c'est comme tout. Le corps s'est habitué et maintenant, je m'en branle. Tu vois, je suis allé me baigner en Bretagne en avril, tu vois. Et là, je voyais des passants, ils prenaient des photos. Je dis, oh, ils doivent suivre la chaîne. Je suis sorti, ils ont dit, oh, un phoque gris. Je dis, ah, cassez-vous et tout, ils m'ont confondu. Donc non. En plus, le corps s'adapte et j'ai une résistance au froid qui est un peu meilleure.
Donc non, franchement, trop bien. Franchement, trop bien. Et ouais, il y a ça, il y a le maté, il y a un peu le sport quand même. Ah non, mais faut pas croire, hein. Il a du gaz, le gros, attention, hein. Ceux qui m'ont vu sur scène, là, au premier rang, ils se sont fait bifler, enfin, sombre histoire. Non, attention, hein. À La Rochelle, il s'en rappelle encore, hein. Attention, hein. Ah, on a fini à 2h du matin quand même à La Rochelle. Ah, c'est pas des Bretons, mais ils sont énervés sur le goulot quand même. Donc voilà, bref, pour cette parenthèse douche froide, non, je suis très sérieux pour le coup. C'est un truc assez dingue. Franchement, j'aime beaucoup et j'ai continué. J'ai continué et je continuerai parce que franchement c'est chouette. C'est vrai qu'il y a Xeldor qui dit bientôt il va bouffer du quinoa. On est à ça du quinoa. Et caca Macron, LFI caca. Mais j'ai l'impression que vous donnez mon lifestyle. Je suis devenu un influenceur à la con. Alors, qui me dit, et le vélo 10 km par jour. Non, j'ai le home trainer connecté à la maison. Écoute, quitte à planquer du pognon en Suisse, autant que ça serve. Hein. Donc j'ai acheté le home trainer connecté qui va bien. Là, je me fais des sessions, c'est des 20-30 km, un soir sur deux, on va dire. Voilà, ça bricole. C'est pas Pogacar. On est beaucoup plus proche des rillettes Bordeaux-Chenel que du Tour de France, mais il y a de la détermination. Et ça fait la différence. Donc voilà. Voilà sur ce petit point habitude de vie dont je suppose voilà écoute non c'est utile. Vous savez pourquoi je suis content de vous en avoir parlé parce que il y a Marie Ronceret qui dit allez je suis convaincu je vais essayer les douches froides. Et satisfait ou satisfait parce que je vais pas te payer ta facture d'eau mais je te parie ma Marie Ronceret que tu vas voir, tu vas te régaler, franchement ça fait du bien. Après c'est une tannée, t'y vas, tu débranches le cerveau. Moi j'étais pas emmerdé avec ça mais tu vas dans la douche, tu penses à autre chose, hein. Voilà, et surtout la respiration, ça c'est le plus important. Respiration, parce que les premières douches froides, t'as tes muscles qui se contractent, et c'est pour ça que tu sais, ça coupe le souffle. Il faut vraiment essayer de se détendre au maximum et maîtriser ta respiration. Après, t'es peinard, après, t'es impeccable. Donc après tu finis à te mettre des Mr Freeze dans le fion. Enfin voilà, après c'est vraiment l'autoroute de la fraîcheur. Marie Ronceret, donc là on est sur des détails techniques, qui dit tu y vas direct ultra froid ou progressif. Comme je suis à peu près débile, dès le début je me suis dit je me mets plein badin dans la gueule, comme ça on n'en parle plus. Comme ça t'as pas le temps de réfléchir. Après c'est comme tu le sens, tu peux monter par les jambes. Je trouve le plus dur c'est au niveau du pubis, aussi appelé le sgeg. L'incroyable sgegos. Là, c'est vrai que tu ramasses un peu. Et la nuque. Moi, l'épinière nuque, ça, c'est un peu chaud. Donc, ouais, mais bon, moi, comme je suis con, je me le mettais dans la gueule. Comme ça, j'avais pas le temps de réfléchir. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de temps de manière générale. Donc, voilà. Ça m'a fait ni chaud ni froid. T'as capté par rapport au sujet initial. Alors, et Orlov 1389 qui dit douche froide après le sport également. Absolument. Tout le temps. Donc voilà, mais après chacun a sa technique là-dessus. Mais je pensais pas vous raconter ça avec autant de détails un jour, mais non, franchement, ça fait du bien. Donc je vous y encourage. Si ça vous branche, après, vous faites ce que vous voulez. Hein, je sais pas. Voilà, c'est pas les conseils bien-être ici. Hein. Vous vous en doutez avec mon rythme de vie. Tu vois, il y a une bouteille de bière dans le décor, donc. Voilà, cirrhose et bien-être à la rigueur, mais c'est tout quoi. Donc voilà, il y a une question que j'ai vue, après je vais vous raconter La Rochelle, parce que quelle soirée encore. Il y a mon Coups 34 qui dit, et du coup t'as fait ton interview ADNM, tu crois pas si bien dire mon petit pote, on l'a fait cet après-midi, enfin ce midi d'ailleurs, à midi. Ça m'a coûté ma pause repas, et je peux te dire que c'est vraiment que je les aime bien. On a tourné ça à midi, alors je pense qu'ils vont le balancer jeudi ou vendredi, si je dis pas de conneries. On a tourné ça, donc ouais, c'est fait. C'était vraiment chouette. J'ai hâte d'avoir votre avis. C'est sympatoche. Donc La Rochelle, les amis, il faut que je vous en parle. Quelle joie, quel bonheur. Alors, on n'est pas passé loin de la catastrophe parce que vous avez vu cette histoire de tempête. Comment qu'elle s'appelle ? C'était Benjamin, la tempête Benjamin qui est arrivée. Au départ, je devais arriver à Bordeaux jeudi. Prendre le train, donc j'avais un train à 7h05 à Genève, donc le temps que je déboule de chez moi je m'étais levé à 3h50. Voilà, j'étais pas frais, franchement non, j'étais pas frais. Merci à Dame75 pour le subprime 7ème mois. Et donc bref, mon avion a eu du retard, bon on s'en fout. Mon train a été annulé pour faire Bordeaux-La Rochelle, finalement j'ai pioncé à Bordeaux, bref on s'en fout en fait, je vous passe les détails logistiques. Et La Rochelle, quelle fête les amis, 150 bonhommes, voilà, la salle était quasi complète, il restait des strapontins, conneries comme ça, donc ça compte pas, je veux dire, le strapontin il voit Gérard Larcher arriver, il dit c'est bon, c'est fini ma vie de strapontin, merci, au revoir, rideau,
parce qu'on est dans un théâtre. Donc, soirée incroyable, les amis. En tout cas, je me suis éclaté. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère qu'il y avait des spectateurs, peut-être de La Rochelle, là, dans le Juste Bistrot, qui étaient là, qui ont passé un bon moment. On a partagé, après, on a bu un coup comme d'hab. Voilà, comme d'hab, la classique. On a bu un coup. On a fini à 2h du matin avec quelques spectateurs dans un bistrot. C'était sympa comme tout. Je fais un énorme bisou à mon Benjamin, qui a le prénom de la tempête, évidemment, et sa copine Laura, si je dis pas de conneries. Les deux loulous, là, ils sont beaux comme tout. Vlatipa qui m'ont amené une bouteille de Pinot des Charentes. Eh, la corruption, ça a du bon ou pas? Merci les amis, ça fait plaisir. J'avais dit que je leur ferais un bisou dans l'émission. Ben voilà, parole tenue. La bouteille est encore pleine. Voilà, je vous le dis. On dirait un mot de passe de l'armée française des années 20. Le goulot est encore sec. Voilà mon Benjamin. Malora, si je dis pas de conneries. Hein. C'est ça. Hein. Mais voilà, Game Over Reset, il est dans le chat. En plus, le bougre, il m'espionnait. J'espère que vous allez bien, les copains. Ils sont beaux comme tout, ils sont impeccables. Ouais, j'ai failli repartir avec. On est en 2025, on fait des trouples, couples, quadruples, on fait tout maintenant. Et il m'a dit, non, arrête. Voilà. Il m'a dit, tiens, prends le Pinot, tire-toi. Merci mon camarade, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment surtout. Et voilà, quelle soirée à La Rochelle. Je suis un peu triste parce que, pour une seule raison, je voulais aller visiter à Fort Boyard. Tu sais, le truc de touriste là. Tu prends un bateau, mip, parce qu'il va super vite, et tu fais le tour de Fort Boyard, parce que j'adore Fort Boyard. Mais j'ai pas eu le temps. Et La Rochelle jouait à l'extérieur au rugby, donc c'était plié. Mais je leur ai fait une surprise à La Rochelle. Il y a la vidéo qui sort, hein, le C'était mieux avant, la séquence à La Rochelle, vous le savez. Nouvelle habitude des spectacles. À la fin de chaque spectacle, j'écris des vannes en express, c'est de la vanne minute quasiment, sur l'actu, séquence inédite chaque soir. À La Rochelle, on s'est bien amusé. Hein. Ah, ils étaient allumés. Hein. Il y en a certains qui étaient allumés. Hein. C'était bien. Et je suis revenu sur scène, je leur ai fait une surprise, c'était l'ambiance de stade de rugby. Ah, je vous montrerai la vidéo demain, je l'ai pas sur mon ordi. Merci à Clara Robin dans le chat qui dit « Je suis venu à La Rochelle, incroyable, merci beaucoup, on a bien rigolé. » Merci ma Clara, merci les amis, merci beaucoup. Et Anarchy08, alors attends, je me fais engueuler parce qu'il connaît le coin, il nous dit « Sauf que c'est à Foura le point de départ pour le fort. » Eh ben écoute, moi j'étais à La Rochelle, j'ai vu des bateaux de touristes qui partaient de La Rochelle, si je dis pas de conneries. Donc tu vas te calmer déjà. Attention, hein. Déjà, on dit pas Foura, on dit Gérard Miller. Voilà, pas. Bon. Et Alexandrine59 qui dit « C'est beau à voir le Fort Boyard, je l'ai fait en catamaran, c'était chouette. » Mais ça m'a donné envie, putain, j'aurais été trop content. Je regarde ça depuis que je suis tout petit. Mais ouais, écoute, j'ai pas eu le temps. Mais il est pas impossible qu'on revienne à La Rochelle l'année prochaine. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Là, on est en train de caler encore des dates pour 2026. On vous prépare une année de débile. Hein. Ça va être quelque chose. Enfin bref, c'est à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, on vous fait les annonces sur le spectacle juste au milieu. Il y a de la surprise. Voilà, je vous en dis pas plus. On va faire une belle année. Beau bilan déjà. Ça va être une belle année. Regarde, vous savez, ça le fait tousser. Voilà, parce qu'il sait quoi. En fait, c'est Edouard qui me remplace finalement sur scène. Il était pas au courant. Ils sont pas prêts. Donc voilà. Et Cuire le cul qui dit « Mais tu étais pané ». Alors c'est vrai que quand Fort Boyard a été lancé, j'étais pané. Parce qu'au départ, c'était les secrets de Fort Boyard, je crois. Ou c'était quoi le nom au début? Je crois que c'était les secrets de Fort Boyard quand c'est apparu. Il me semble, le nom originel... Ah non, les clés de Fort Boyard au début, c'est vrai. Et c'est vrai que ça a été lancé en 1990. Et j'étais pas né, parce que je suis né en 2008. Donc ouais, voilà. Vivilulu68 qui dit Mulhouse ou Belfort, on travaille sur plein de dates, vous inquiétez pas. Fin de la semaine, on vous annonce tout ça et il y a encore d'autres dates qui vont être calées. Vous inquiétez pas les amis. On va aller sur l'actualité. Bien sûr. Je voulais prendre le temps de vous raconter tout ça et on se retrouve. On s'est pas vu depuis une semaine. On peut prendre des nouvelles, un peu merde. Et ouais non, La Rochelle vraiment super ambiance. Il va falloir établir un classement des ambiances parce que il y en a des solides. Hein. Franchement, Lille c'était extraordinaire, Strasbourg c'était incroyable. La Rochelle, c'était du très costaud. Hein. La Rochelle, très costaud. Hein. Et c'est vrai que y a match. Hein. Il y a match. Hein. Et la Bretagne, c'est fort. L'année prochaine, on y revient plusieurs fois en Bretagne. Ouais, non, ça va être... On cherche les problèmes, en vérité. On cherche les problèmes. Hein. Donc, ça va être bien. Alors, l'actualité. L'actualité, les amis. Et là, la transition, vous allez voir, elle est pas facile. Elle est pas facile parce qu'on va partir sur l'affaire du petit Grégory. Donc là, boum, ambiance terminée. Tout le monde arrive un peu plein badin. Ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Rémi. Fais-moi un enfant. Bon, là, non.
Là, non. Là, c'est pas du tout l'ambiance. Parce que j'ai vu quelque chose. On enchaîne, on y va direct. J'ai vu quelque chose dans le Parisien la semaine dernière et qui m'a rendu un peu grognon. Je peux pas vous mentir. Je peux pas vous le cacher. Non. C'est vrai que je peux pas vous le cacher. Oh, il y a de l'imitation, il y a de tout. Il y a une polyvalence qui est assez impressionnante. Le Parisien, page 13, qui revient sur l'affaire du petit Grégory parce que vous l'avez peut-être vu passer la semaine dernière, la grand-tante de Grégory convoquée, Jacqueline Jacob, corbeau présumé ayant revendiqué le meurtre du garçon né en 1984, est attendue ce vendredi à Dijon. Une mise en examen plane sur l'octogénaire qui a toujours nié toute implication. Alors, sur l'affaire Grégory, du petit Grégory, donc qui est une affaire évidemment complexe, avec beaucoup de tiroirs, donc là encore je n'ai pas la prétention de vous expliquer tout le dossier judiciaire, je vous invite à vous renseigner par vous-même si vous voulez plus d'infos là-dessus, toujours le plus important, d'aller chercher l'info par vous-même si vous le souhaitez, mais sur cet élément-là, il y a quelque chose qui m'a interpellé et qui m'a franchement rendu grognon. Je voulais vous en parler. Donc c'est une énième relance de l'affaire du petit Grégory, où on va chercher plus de 40 ans après des gens qui auraient une responsabilité et compagnie, et comme beaucoup d'autres affaires qui font parler dans les médias ces dernières années, où on nous dit que les faits remontent à 40 ans, on s'est habitué maintenant, on nous dit oui mais vous savez, il y a prescription. Matzneff, il y a prescription. Certains faits dans l'affaire Gérard Miller, il y a prescription. Tu vois, souvent, et quand il s'agit de vedettes d'ailleurs la plupart du temps, pas la plupart du temps, mais souvent on va dire, quand il s'agit de vedettes, on nous dit ouais mais vous savez on peut rien faire, oh là là c'est tellement on aimerait rendre justice mais on peut pas parce qu'il y a prescription. Voilà. On peut pas, ça remonte à plus de 30 ans, plus de machin. Et dans l'affaire du petit Grégory, avec cette relance concernant la grand-tante, alors là encore, sans vous dire si elle est coupable ou pas, je n'en sais absolument rien, puis de toute façon, apparemment ce nouveau volet de l'enquête ne fait que commencer. Qu'est-ce qu'on apprend là-dessus ? C'est qu'il n'y a pas prescription. Et je vais vous lire ce que nous dit le Parisien. Ça m'a énervé. Je suis curieux d'avoir votre avis. Ça m'a énervé. Je vous lis ce que nous dit le Parisien. Les avocats de la retraitée pointent également la question de la prescription. La chambre de l'instruction envisage une mise en examen pour des faits connexes à ceux initialement poursuivis, l'association de malfaiteurs criminels, une infraction créée en juin par la loi narcotrafic et qui n'existait pas dans le code pénal en 1984. À l'époque, seule l'association de malfaiteurs délictuels était réprimée et serait aujourd'hui prescrite. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce dossier ? On apprend que les faits de poursuite initiaux, là, il y a prescription, ça fait plus de 30 ans. Mais en fait, comme ils vont la poursuivre, enfin ils veulent la poursuivre sur association de malfaiteurs criminels, et bien en fait, comme ce motif de poursuite a été instauré dans la loi en juin 2025, et bien là, il n'y a pas prescription. Donc, je ne suis pas juriste, et c'est peut-être démago ce que je vais dire, et je veux bien mettre toutes les pincettes nécessaires, tout ce que vous voulez, vous connaissez la guinguette, il n'y a pas de problème. Mais sur la forme, sur la perception que nous, citoyens, pouvons avoir de ce genre d'affaires, je trouve ça terrible. C'est-à-dire que, tu vois, Matzneff, le mec, il a écrit qu'il avait violé des gamines. Il l'a écrit dans des bouquins qui ont été publiés par Gallimard. Donc en termes de preuves, ça va. Franchement, plus preuve, c'est le mec qui va au tribunal, il dit non, j'ai forcé, mettez-moi les menottes, pas trop fort, ça m'excite. Enfin vraiment, tu peux pas plus preuve que ça. Et là, on te dit, ah ouais, mais ouais, alors c'est vrai, oui, il y a des dizaines de gamines, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, il y a des complicités, c'est vrai. Il y a même des darons qui mettaient leur gamine entre les mains de cette saloperie de Matzneff. Oui, c'est vrai. Mais il y a prescription. Parce que prescription. Et ce qu'on apprend avec cette relance de l'affaire du petit Grégory, c'est que la prescription porte sur le motif incriminé. Si le motif incriminé a été introduit dans la loi bien après les faits reprochés, ce qui est le cas en l'occurrence, des faits qui ont plus de 50 ans, alors que le motif incriminé a été instauré dans la loi il n'y a pas longtemps, et bien là, il n'y a plus prescription. Donc dans ce cas-là, tu te dis, mais si vous voulez éviter qu'on vous taxe de justice à deux vitesses quand ça vous arrange, ben dans ce cas-là, Matzneff, on n'a qu'à inventer un motif pour le poursuivre. Inventer au sens en lien avec les faits qu'il a commis et qu'il a avoué dans ses livres. Mais dans ce cas-là, on met un tout petit truc dans la loi, comme ça, on réussit à le poursuivre. Ça m'a rendu fou parce que on voit que nos puissants sont capables de modifier la loi quand ils le veulent, quand ils le désirent pour des trucs à la con. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un Matzneff dans la nature, alors qu'on pourrait avoir des dirigeants politiques
qui se dirait, bon ben voilà, il est hors de question que ce mec qui a violé des dizaines de gamines soit dans la nature sans qu'on puisse le poursuivre. On va modifier la loi sur un truc très spécifique en lien avec l'affaire Matzneff. De toute façon, le code civil en France fait déjà 8 millions de pages, donc une de plus, une de moins, on n'en a rien à foutre, mais au moins, on peut poursuivre Matzneff. Et là, c'est marrant, ils ne le font pas. Alors, je ne dis pas, évidemment, que ce motif d'association de malfaiteurs criminels a été instauré dans la loi par rapport à l'affaire du petit Grégory. Le pire, c'est que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il relance l'affaire sur un motif de poursuite qui a été instauré par rapport à la loi narcotrafic. Donc, un truc qui n'a rien à voir. Donc, ce qui est la preuve, d'ailleurs, que nos puissants peuvent bidouiller les lois absolument comme ils veulent. Et là, curieusement, il n'y a pas prescription. Tu vois, on va pas bidouiller dans le sens à coincer Matzneff et l'enfermer jusqu'à la fin de sa vie, tu vois. Ou d'autres, évidemment, ou d'autres. Hein. Je parle de ça parce qu'on est dans le domaine pédocriminel, tu vois. Donc, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou, ce truc-là. Quand je l'ai lu dans Le Parisien, je trouve que sur le plan symbolique, je trouve ça assez scandaleux. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus, si vous partagez ce raisonnement ou pas, concernant la prescription, concernant ce que je vous dis là. Moi, à titre personnel, j'ai l'impression que ça prouve une forme de, qu'on pouvait deviner d'ailleurs, mais une forme de manque de volonté de nos dirigeants pour poursuivre ce genre d'affaires. Et on voit qu'en fait, en instaurant un truc à la con dans la loi, ils pourraient créer un nouveau motif de poursuite et permettre de mettre derrière les barreaux des ordures confirmées comme Matzneff. Je prends vos messages là-dessus. Babcom5 qui dit les amis, cette affaire est infiniment complexe. Je pense sincèrement qu'on ne saura jamais la vérité. C'est possible aussi, hein, tout à fait. Tout à fait. Anarchy08 et quand ce n'est pas la prescription, c'est la démence, ça aussi. Éclat 15, ce serait bien qu'il n'y ait pas de prescription dans le cadre d'affaires de meurtre et ou pédocriminels. Complètement d'accord avec ça. Stealth 5 sur le fond, c'est notre fond qui va déguster encore une fois. Ouais, petit second degré, on l'imagine. Éclat 15, il me semblait qu'on ne pouvait pas faire de procès sur un motif apparu ultérieurement au fait. Bah apparemment si. Je ne savais pas aussi, hein, en vérité. Yas 3105, c'est curieux, le principe c'est la non-rétroactivité de la loi pénale. On a qui d'autre? On a David Massy 33. D'après les données les plus récentes de 116 000 enfants disparus en France, en 2024, 38 477 signalements de disparition de mineurs en France, ce qui équivaut à environ 105 enfants signalés disparus chaque jour. En 2023, 40 989 signalements, soit un peu plus de 110 par jour. C'est colossal, c'est terrible. Anarchy 08, même si cet article est infect, il ne vaudra jamais le niveau d'ordurie de l'article de la mère Duras dans Libération. Hervéro, la prescription et la fin de la peine de mort ont été instaurées par ceux qui violent ces lois. News 2000, c'est à cause de ce genre de news que tu prends des douches froides pour te calmer. Peut-être qu'il y a un lien, c'est pas impossible non plus. Donc, ouais, et Phil Réal 89 qui dit à quoi sert la prescription, sur quel fondement. C'est là où on peut se poser des questions. Je voulais vous partager ça, cette actualité je trouve qu'elle est un peu passée à la trappe, non seulement la relance du procès, mais aussi cette faille juridique qui prouve que quand on veut, on peut, et là encore peut-être que c'est des mangos, peut-être que c'est facile de dire ça, mais quand je vois ce genre de fait, je me dis que si nos dirigeants voulaient vraiment mettre derrière les barreaux des gens comme Matzneff, ils y arriveraient, voilà, je tente un truc, voilà, je le dis, t'as vu. Et Rick Stasi qui dit Brigitte a porté plainte contre des gens qui l'ont traité de pédo notamment, mais comment elle va gagner? C'est le fameux procès hein, qui est en cours actuellement d'ailleurs. Soutien évidemment hein, à toutes les personnes poursuivies, dont Bertrand Scholler. Voilà, parce que voilà, dont Bertrand Scholler qui fait partie de la liste. Soutien pas parce que c'est Bertrand Scholler, parce que je pense que c'est une question de liberté d'expression. Et voilà, c'est comme ça. Après, on verra l'issue de ce procès. Mais c'est vrai que on est en plein effet Streisand, c'est-à-dire ce procès qui risque d'avoir des conclusions qui vont relancer l'affaire plus qu'autre chose. Et encore que, je me demande si voilà, cette affaire Jean-Michel n'est pas en train de... Enfin, on en a déjà parlé pas mal de fois, mais en train de s'essouffler en vérité. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Hein. Oui, c'est un fait gravissime. Oui, on a menti aux Français. Mais depuis l'apparition du couple Macron sur la scène politique française, pour moi, on a normalisé la pédocriminalité avec un gamin qui a été détourné par sa prof de français, que ce soit sa prof ou son prof. Je suis pas certain que le sujet soit là, mais bon. Voilà, on a déjà parlé pas mal de fois de ça. Et Tata Yoyo 36 qui dit vont revenir combien de fois sur l'affaire Grégory, épouvantable histoire, je suis plutôt bien d'accord.
Oui, et c'est vrai, il y a David Massy 33 qui nous a donné les chiffres tout à l'heure du nombre d'enfants disparus, qui rajoute: si je donne ces stats, c'est pour vous dire que le petit Grégory, c'est l'arbre qui cache la forêt depuis 40 ans. On fait croire que la mort d'un enfant est prise au sérieux. Merci à toi, effectivement, c'est un raisonnement qui est intéressant, et je partage plutôt. Et Estelle 5 qui dit énorme à tous ceux, énorme coup de cœur à ceux qui ont le courage d'ouvrir leur gueule, absolument. Donc voilà là-dessus sur cette première actualité. On enchaîne là encore avec une transition. Tu vois, elle fait bailler la transition tellement elle est éclatée au sol. Vous avez peut-être vu Arthur. Alors, c'est pas que je l'aime pas Arthur, hein. Le présentateur TV, vendredi tout est permis, les enfants de la télé, super présentateur. Vraiment, je l'adore. Mais je crois que je commence à en avoir plein le fiac d'Arthur. Parce que là, ça fait 2 semaines, il est à la télé tous les 2 jours pour nous dire qu'il n'est pas invité à la télé. Et l'antisémitisme est le 7 octobre. Donc ça va. Il m'a un petit peu gonflé. Je reconnais, il m'a un petit peu gonflé, l'ami Tutur. Et Vlatipa, après voilà cette omniprésence médiatique, Vlatipa qu'il a sorti une série animée. Alors je pensais que c'était une connerie, mais malheureusement tout est vrai. Il nous a sorti une série animée en dessin animé, dont l'objectif est, je vous lis, une série digitale qui démonte les clichés racistes et antisémites, pas avec de grands discours, mais avec ce qui désarme le mieux, l'humour. Épisode 1, est-ce que c'est vrai que les juifs contrôlent les banques? Voilà. Voilà, on est en 99, la France Black Blamber, Julien Drey entre deux non-déclarations de montres de luxe, crée SOS Racisme, tu vois. Alors on va regarder quand même un extrait de l'épisode, parce qu'autant c'est hilarant, j'ai pas encore regardé, j'attendais. Posé, mais tu te vexes pas, d'accord? Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce que c'est vrai que vous, les juifs, vous contrôlez les banques? Quoi? Est-ce que c'est vrai que vous, les juifs, vous contrôlez les banques? Enfin, évidemment. Mais par exemple, toi, tu... Moi, j'en contrôle 24. 24? Ouais, ou 119, je sais plus. Mais t'es pas sérieux? Comme ça, de tête, je contrôle la Société Générale de Montélimar. Ah bon? Le LCL à Villetaneuse, c'est moi. Oh putain. Des crédits mutuels, ça, on les plaint. Faudrait que je regarde combien exactement. Crédits mutuels? Ouais, la banque appartient à ses clients. Ouais. Bon, en fait, les clients, c'est moi. C'est incroyable ce que tu dis. T'es à quelle banque, là? Moi, je suis à la banque postale. Ah, bon, Postal, c'est pas moi. Ah bon? Non, c'est ma cousine Britney. Britney Bocobza. Ça me dit rien. Là, ça te dit rien, mais elle est en train de s'essuyer le cul avec ton PEL, là. C'est dégueulasse. Ouais, non, c'est pas dégueulasse. Si. Mais non. Non, mais attends, c'est sérieux ce que tu me dis Tiens, à là? propos, elle en est où, ta demande de crédit pour la maison, là? On n'a pas encore eu de réponse. C'est long, non? Ouais, ça commence à faire long. Hein. Tu veux que je te fasse accélérer tout ça? Tu peux? Bien sûr que je peux, je vais te donner le numéro de mon copain Moché. Il est banquier? Non, il est Moël. Il est? Moël, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui font les circoncisions. C'est quoi le rapport avec mon crédit? Bah, si t'es circoncis, t'es juif. Ouais. Du coup, si t'es juif, t'as plus besoin d'avoir un crédit puisque t'as les banques. Hein? Dis, j'ai une question à te poser, mais tu te vexes pas, d'accord? Bon bah voilà, hein. Après c'est... Après chacun, voilà, après c'est une question de sens de l'humour, hein. Voilà quoi. Voilà, non, mais après voilà, c'est le sens de l'humour, hein, donc je vais pas critiquer. C'est toujours un petit peu le même raisonnement. Si c'était un autre présentateur que Arthur, c'est-à-dire un présentateur qui n'est pas de confession juive, est-ce que ça aurait été reçu de la même manière? C'est toujours un petit peu pareil. Moi, en plus, très franchement, je trouve ça ringard. Enfin, au bout d'un moment, je trouve ça un petit peu ringard. Et puis, enfin, c'est toujours pareil, ça nous emmène sur des débats compliqués. Hein. Mais la religion la plus attaquée en France, c'est le christianisme aujourd'hui. En termes d'actes dirigés contre une religion, et j'entends personne se mobiliser, donc c'est toujours un peu le même débat, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une instrumentalisation médiatique de tout ça. Je vous dis pas que c'est vrai ou faux, bien sûr que ça existe, bien sûr que l'antisémitisme a explosé en France, bien sûr que l'islamophobie a explosé en France, et les actes contre le catholicisme sont les plus nombreux, et ils explosent aussi, donc c'est ce que je trouve à un moment donné très curieux, c'est qu'il y a une forme de médiatisation de ces sujets-là, mais une médiatisation bien calibrée. C'est-à-dire que quand certaines personnes arrivent en disant il faut lutter contre les actes dirigés contre le catholicisme, on va dire ouais, mais c'est n'importe quoi. Et puis après, enfin bref, c'est toujours un petit peu pareil. Moi, enfin, je trouve ça un peu ridicule. À vrai dire, je trouve ça un petit peu ridicule. Et de toute façon, enfin bref, on va pas aller sur plein d'autres, plein de sujets différents, mais je trouve ça un peu ridicule. Et je m'étonne aussi, de
de la rapidité avec laquelle on a enterré le conflit israélo-palestinien. Enfin, en tout cas, la relance depuis le 7 octobre du 2023. Je suis assez sidéré, c'est qu'on n'en parle plus du tout. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez constaté ça également dans les médias. C'est incroyable. On n'en parle absolument plus. Voilà, je suis un peu sur le cul dans ce que je vois dans les journaux ces derniers jours. Trump a négocié 3 pauvres trucs et ça y est, on y est quoi. Je sais pas, c'est vraiment, il n'y a plus de conflit. Presque, là, ça y est, Russie-Ukraine, ça reprend le dessus. C'est assez dingo. Bref. Pour rester dans l'humour, et je vois la séquence dans mon fil Twitter, ça, parce qu'elle est fortiche, on l'aime beaucoup. C'est Karine Dubernet qui vient de nous publier une nouvelle séquence sur X. On continue, on est dans l'humour. Et après, sujet très chaud, vous allez voir, après ça va chier les bulles carrées. On se détend un peu avant. Alors j'ai une bonne nouvelle. Oui. Alors non, on n'a pas retrouvé les bijoux du Louvre. En revanche, les impôts ont mis la main sur les bijoux de famille de Brigitte Macron. Et oui, en se connectant aux impôts, Brigitte a eu la surprise de lire sur son compte Jean-Michel dit Brigitte Macron. Alors une chose est sûre, il y a une couille dans le dossier. Voire 2, voire 4. Enfin, je ne sais pas, j'ai toujours été très mauvaise en mathématiques. Donc d'après le fisc, enfin c'est la même chose, parce que moi perso, une fois que j'ai payé le dernier tiers, ça me fait le même effet. Très mal au cul. Brigitte serait Jean-Michel. Ah bon? Eh oui, c'est peut-être ça, la transparence fiscale. Ah ouais, Bien sûr, voilà. En tout cas, si c'est pas un bug, c'est une révélation d'État, les amis. Brigitte ne serait pas la première dame, mais le premier d'homme. Ne vous inquiétez pas, pour les pièces jaunes, tout ça, Bri, ça l'empêchera pas de faire son job. Job, bien sûr. Évidemment, c'est la panique à l'Élysée, tellement que BFM a dû consacrer un film sur cette affreuse rumeur, selon laquelle Jean-Michel serait une femme. Enfin, Brigitte serait un homme. Enfin, les deux, quoi. Alors, je l'ai vu, le film, c'est pas mal. Moins drôle que Tootsie, évidemment. Bien réalisé. Avec de très jolis travelling. Bref, ils ont mis le paquet sur Brigitte. Affreuse rumeur. Donc, Brigitte a porté plainte, mais ses proches s'inquiètent. Ils s'inquiètent. D'ailleurs, ils ont lancé le hashtag Lâchez la teub à Brigitte. Que je vous invite à relayer d'ailleurs très rapidement. Affreuse rumeur. Après, ça expliquerait qu'elle marche comme Chuck Norris et qu'elle chose du 44. Avec Brigitte, on dirait un peu Bernard Arnault avec une perruque blonde. Non, je dis ça parce qu'on ne les a jamais vus tous les deux en même temps dans la même pièce. Voilà. Et puis Manu, premier cadeau qu'il fait en 2017, c'est aux ultra riches, Bruno. En supprimant les SF, si ça, c'est pas une preuve d'amour. Enfin bon, si ça peut consoler Brigitte. Les impôts, ils en ont toujours après nos bourses. C'est vrai. Elle est chouette, on l'aime bien. Karine Dubernet, qu'on salue, qu'on embrasse évidemment, pour être toujours dans l'humour. Voilà. Alors, on va enchaîner parce que on a un gros sujet aujourd'hui. Là, tu vois, il va y avoir de la réflexion, il va y avoir de tout. Je voulais vous parler de ça parce que ça fait plein de sujets que je vois ces derniers jours. On va essayer de les réunir dans un grand gloubi-boulga qui va énerver tout le monde et on en fera quelques petites réflexions. Parce que aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Permis de conduire, sécurité sociale, même les tests ADN à la con pour savoir si ton arrière-grand-mère, elle n'a pas fait un safari en Espagne, qu'elle n'a pas bricolé dans une arrière-cave avec un vendeur de paella et que finalement, 8 générations après, tu te retrouves avec du sang suédois, espagnol et de Saturne. Les fameux tests ADN récréatifs, tout ça contribuerait à une même grande, même et unique, grande manipulation. Je vais vous parler de tout ça, tous ces sujets-là. Vous les avez vus passer sans nul doute ces dernières semaines dans les médias. Ces histoires de permis de conduire avec l'Union européenne, ces histoires de sécurité sociale qu'on remet de plus en plus en cause, les fameux tests ADN récréatifs qui mélangent Big Brother à la française, Darmanin en a parlé il y a peu, et FBI aux États-Unis. Vous allez voir, là comme ça tu te dis, tiens, ça n'a pas de sens. Rémi, t'as mis la chemise d'Indiana Jones, qu'est-ce qui se passe? Non, vous allez voir, je vais vous mettre tout ça à plat. Et je considère que tout ça a du sens. On va décortiquer tous ces éléments parce qu'il y a vraiment de grandes réflexions à avoir, je pense, sur le système dans lequel nous évoluons, que ce soit au niveau de l'Union européenne évidemment, mais aussi en France, et avec ces outils qui au départ ont l'air tout à fait indolores, tout à fait inoffensifs, et la réalité est peut-être tout autre. Alors, on y va direct avec le premier grand sujet. Il y a 3 grands sujets qu'on recollera ensuite dans une même analyse. Les fameux tests ADN. Vous avez vu, c'est devenu un petit peu la mode. Il y avait même des pubs à la téloche. Tu te fous un coton-tige dans le nez. Remember la belle époque, t'as vu, tu testes PCR.
tout ça, anti-Covid, antigène et tout. Tu te fous ça dans le pif, tu l'envoies à une boîte qui étudie ta morve, hein, plus ou moins. Ils étudient tes sécrétions nasales. Je veux dire, voilà, c'est pas ouf. Et après, ils te renvoient une lettre en te disant, bon bah voilà, vous avez X% d'origine de tel pays, X% d'origine de tel pays. Ce qui nous a offert un chef-d'œuvre de comédie qui s'appelle Cocorico avec Didier Bourdon et Christian Clavier, par exemple. Donc c'est la grande mode, ça fait 5-6 ans environ, c'est la grande mode, tout le monde peut faire ça. Alors on est à la lisière de la légalité parce que sauf erreur, ça ne l'est pas dans l'Union Européenne, je crois. Ces trucs-là sont envoyés dans des laboratoires hors UE pour étudier tout le bordel. Déjà sur le papier ça pue du cul parce que l'ADN, c'est pas l'ADN d'un individu. C'est pas une donnée tranquille, t'es pas en train d'expliquer combien tu chausses si tu veux. Bon, ils te demandent ça quand tu vas à la Halo Chaussures, tu t'achètes une nouvelle paire. On vous fait un compte client. Non, c'est bon, non, mais on vous fait un compte client. Vous allez avoir 10% au bout de 1 million d'euros à acheter une nouvelle paire. Voilà, et puis là, ils te disent, vous chaussez combien? Bon, là, tu t'en branles. Sabrina, la vendeuse, de toute façon, tu viens acheter des Adidas à 40 euros. Tu peux lui dire que tu fais du 44. On n'en a rien à foutre. L'ADN, c'est pas pareil. Parce que là, c'est combien chaussent tes chromosomes. Donc là, ça devient sérieux. Tu as tout le puzzle de ton gabarit qui est envoyé à ceux qui collectent ces données. Je mets un petit peu des vannes, puis de toute façon, je ne vais pas me lancer dans des explications anatomiques et biologiques, parce que moi, j'ai arrêté en 5e. Donc voilà, donc moi, je suis docteur Maboul. T'as touché, c'est autour de ta sœur. Donc voilà, je ne peux pas me lancer dans des explications non plus incroyables sur l'ADN, mais en termes de propriété intellectuelle, si j'ose dire, en termes de propriété individuelle, le fait de partager votre ADN, de base, c'est sérieux. C'est pas rigolo, c'est une donnée médicale. Donc, quand vous donnez l'autorisation à une société de collecter votre ADN, il faut savoir qu'elle le collecte et elle peut le conserver. Et ça, j'y viendrai, c'est très important, cette notion de conservation de l'ADN, parce que vous allez voir que ça ne tombe pas forcément entre les bonnes mains. Mais pourquoi je vous parle de ça? Le 24 octobre, c'est-à-dire il y a 3 jours, au moment où je vous parle pour ceux qui n'ont pas suivi, où il y a 508 ans, si vous regardez cette vidéo dans le futur, dans un futur où je suis devenu président de la Corée du Nord et que je me rappelle finalement Rémi Jong-un, voilà, je vous l'avais pas dit, mais là, ceux qui me regardent en 2025, ils sont emmerdés. Le futur est peut-être celui-là, ou pas, voilà. Peut-être que je vais mourir dans un accident de gaufrier, après on sait pas. Bref, le 24 octobre 2025, on a eu cette vidéo sur BFM TV qui nous parlait des tests ADN grand public, aussi appelés tests ADN récréatifs, c'est ce dont je vous parle, et qui auraient un intérêt, pour régler des affaires criminelles, regardez. Permet de réaliser un test ADN génétique. Il suffit de frotter un bout de coton contre l'intérieur de votre joue et de l'envoyer à une entreprise privée qui vous fournit le résultat en quelques jours ou semaines. Le but, connaître l'origine de ses ancêtres ou dépister une maladie. Une pratique interdite dans le pays, mais 2 millions de Français y auraient eu recours. Que ce soit la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, etc., tous les pays autorisent la vente et la réalisation des tests ADN. Et si vous êtes français, que vous allez dans ce pays, que vous achetez et faites un test ADN, vous avez le droit de le faire et il n'y a aucun souci. Les prix sont très variables, mais démarrent en dessous de 100 €. Une fois dévoilés, les résultats de ces tests sont conservés dans des bases de données et sont parfois vendus à des entreprises pharmaceutiques sans que les clients ne soient au courant. Quand ils renvoient leurs tests, ils doivent remplir un questionnaire. Et dans ce questionnaire, il y a une petite case qu'il faut cocher ou pas, mais 80% des gens le cochent. C'est une question, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on utilise vos données génétiques pour faire avancer la science? En fait, faire avancer la science, ça veut dire autoriser ces sociétés à commercialiser mes données génétiques. Aux États-Unis, ces données peuvent également, dans certains cas, être consultées par le FBI. Cela a déjà permis de résoudre des affaires non élucidées. L'ADN de la scène de crime a pu être relié à ses apparentés et de ces apparentés, ils ont pu remonter au criminel. Inspiré par cette réussite, Gérald Darmanin souhaite que les enquêteurs en France puissent également y avoir accès, une utilisation qui serait strictement encadrée par la loi, selon le garde des Sceaux. Voilà, donc c'est toujours un petit peu pareil. C'est que sous couvert d'une pratique récréative, c'est aussi l'autre nom des tests ADN récréatifs, eh bien en fait tu te retrouves au bout du compte, une fois que des millions, pour ne pas dire des centaines de millions de personnes à travers le monde ont utilisé ça, tu te retrouves avec une base de données extraordinaire et qui peut être utilisée à des fins
à des fins commerciales, à des fins d'enquête, par les services secrets, c'est le FBI, j'y reviens dans quelques instants. Donc, c'est dingue ce qui s'est fait là-dessus. Vous voyez, j'ai quelques chiffres sur ça. En France, c'est 100 à 150 000 personnes qui réalisent des tests ADN, ADN récréatifs chaque année. Donc, c'est quand même très important. J'essaie de trouver une donnée dans le monde entier pour vous renseigner sur ce point-là. Ouais, l'engouement a été fait c'est en 2016 que ça a explosé, donc je vous disais, ça fait un tout petit peu moins de 10 ans. On parle de 26 millions de personnes qui l'auraient déjà utilisé. Voire plus, entre 25 et 50 millions de personnes. Donc, c'est pas colossal à l'échelle de l'humanité sur Terre, mais on constate qu'une fois de plus, il y a eu une immense instrumentalisation et qu'il faut être très prudent avec ça. Alors, sans nul doute, parce que je sais que dans l'esprit de beaucoup d'entre vous, c'est ce qui peut survenir, on peut penser au Covid. Est-ce que les tests Covid, les données qui ont été conservées avec les tests Covid, qu'est-ce qu'indiquaient ces données ? Est-ce qu'il y avait des profils ADN justement ? Et est-ce que ça a été conservé ? Là, pour le coup, je n'ai pas la réponse à cette question, mais il serait très intéressant de creuser. D'ailleurs, je me note de creuser ce sujet-là, voir si j'ai des billes à vous apporter, parce que vous voyez, pour le coup, là, les dizaines de millions de gens, les centaines de millions de gens qui, à travers cette planète, ont fait des tests pour savoir s'ils avaient le Covid ou pas, s'il y a eu conservation par qui, et là, si tel est le cas, on a pu établir un profil génétique d'une immense partie de la population mondiale. Et là, je trouve qu'il est très compliqué de ne pas aller vers des théories complotistes, ouvertement. Donc, en tout cas, pour revenir à l'exemple de la France, ces fameux tests ADN récréatifs où nos médias nous disaient ces dernières années c'est un peu interdit, mais c'est quand même pas interdit. Puis vous voyez, c'est rigolo, on en fait une comédie avec Bourdon et Clavier. C'est le film Cocorico d'ailleurs. Je peux vous montrer un extrait de la bande-annonce. C'est pas une blague que je vous faisais. C'est un vrai film qui est sorti, que d'ailleurs au demeurant pas forcément mauvais, mais regardez, c'est exactement l'histoire de ce film. Je vais vous montrer la bande-annonce. Et ce qui est très intéressant, je ferai une petite parenthèse là-dessus. Regardez, petit extrait de la bande-annonce de ce film dont je vous parle. Bon, t'es prête pour la rencontre ? Je suis ravie de rencontrer les parents d'Alice. C'est que ton père et moi, on n'est pas du genre à faire des manières, hein. Alors, elle vous plaît ? Voilà la beauté. Mais t'es fou, chérie. Je l'ai empruntée à la concession, elle est même pas encore en vente, c'est une merveille. Tu sais, papa, ça sert à rien de vouloir impressionner les bouviers sauvages. Oh, je sais très bien que ça va les impressionner, mais je fais pas ça pour ça. Bon, allez. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Un peu froid, mais joli. Bref, vous avez compris l'idée. Après, il va y avoir un bail de test ADN. Ils vont se rendre compte que la famille bourgeoise de droite, ils sont pas français à 100%. Et puis voilà, assez classique. Petite parenthèse sur les films français. Je prépare un sujet là-dessus parce que j'ai observé ça il y a pas si longtemps. Je le prépare pour peut-être la semaine prochaine. C'est de voir à quel point les films, en l'occurrence français, sortent au moment où des thématiques politiques s'imposent dans le débat. Ça a été le cas sur l'euthanasie. Au moment où les débats revenaient un peu à la surface de l'eau, il y a eu 2 films qui sont sortis et qui parlaient de la question de l'euthanasie. Et c'est très intéressant de voir ces liens étroits, très étroits, trop étroits même, entre la création culturelle au sens large et des débats politiques, de sorte à ce que la création culturelle permette d'influencer, de manipuler l'opinion. J'y viendrai. De toute façon, c'est Hollywood aux États-Unis, donc c'est pas une immense découverte, mais je creuse ça pour vous en parler un de ces 4. Et donc, sur la question des tests ADN récréatifs, il y a eu ce film Cocorico qui est sorti, qui poussait la thématique. Bref, tout ça pour dire qu'on a au départ un truc très rigolo, où certains médias nous en parlent en disant c'est un peu interdit, mais ça se fait, puis vous voyez, c'est marrant, on en fait des comédies, c'est pas si grave. Mais c'est tellement pas si grave qu'aujourd'hui, vous avez des bases de données qui sont constituées avec l'ADN des gens qui, au départ, voulaient juste savoir s'ils avaient 15% de sang norvégien, tu vois. Donc c'est clairement, pour faire un peu de marxisme à 2 balles, vous savez que j'aime bien, c'est un petit prisme que j'ai avec beaucoup de fierté, on est dans l'exploitation capitalistique parfaite. C'est-à-dire, les individus payent pour accéder à un service, en l'occurrence un test ADN, et on va exploiter tout ce qui peut être exploité sur la chaîne de production, sur la chaîne de création de la valeur, très exactement. C'est-à-dire que ces données-là, elles ont de la valeur. Aujourd'hui, il faut voir les données au sens large, que ce soit les données sur Internet, vos données biologiques, tout ce que vous voulez. C'est la nouvelle conquête de l'Ouest. Ce sont les nouveaux gisements de pétrole. Celui qui maîtrise la donnée maîtrise la chaîne de production de la valeur. Donc aujourd'hui, ces sociétés qui faisaient des tests ADN pour vous dire quelles sont vos origines
derrière, ont exploité vos données pour les revendre à des fins commerciales, que ce soit des sociétés médicales, des services secrets, tout ce que vous voulez. Donc, on est dans une exploitation purement capitalistique, où le consommateur est à la fois consommateur et produit. C'est-à-dire, il est celui qui achète et il est celui dont les données sont revendues. Donc, il se retrouve dans la double position de consommateur à qui on prend du pognon et de producteurs de valeur qui n'en voient même pas le bout. C'est-à-dire, les données de cette personne sont revendues et derrière, on ne lui reverse pas une pièce. Donc, on est vraiment dans l'exploitation capitalistique totale avec un système parfait et qui est même plutôt intéressant. Et tout ça avec le consentement des gens. Dans la petite vidéo de BFM TV que je vous montrais, vous avez un monsieur qui a enquêté sur le sujet qui vous dit il y a une petite case à cocher. Les fameuses petites cases que personne ne lit et qu'on ne regarde jamais, il y a ça dedans. Sur la possibilité de vendre les données commerciales et compagnie. Donc, j'en ai jamais trop parlé de ce sujet, mais je voulais insister avec vous là-dessus, parce que je trouvais ça assez passionnant, on en a parlé il n'y a pas longtemps, et ce truc des tests ADN, on est vraiment dans un système capitalistique parfait. Mais pour aller plus loin, et là où on fait du bon boulot chez Juste Milieu, regardez, 1er juillet 2025, donc c'est pas hier, on avait publié sur notre site internet un article qui s'appelle « Test ADN et généalogie génétique, vos données envoyées au FBI ». Et déjà à ce moment-là, on avait creusé la question pour dire qu'il était déjà connu que les données remontaient au FBI. Je vous lis un extrait de ce qu'on a écrit. Le piège des tests ADN pour la recherche de l'arbre généalogique est-il en train d'apparaître aux yeux de tous? La question se pose à la lecture de l'article du Figaro cité plus haut. On peut y lire que, via des kits vendus sur Internet, les citoyens tentent d'en savoir plus sur leurs aïeux, sans se douter que leurs données atterrissent directement dans les fichiers du FBI. Pour s'en prémunir, il faut cocher une case spécifique lors de la demande de test. Toutefois, celle-ci passe souvent inaperçue. Résultat, l'avocat spécialiste des cold cases Didier Seban a affirmé toujours auprès du Figaro que la police américaine détient aujourd'hui un fichier contenant 1,5 million d'ADN de ressortissants français. Donc, là, il faut se rendre compte de la menace de ce phénomène-là, parce que c'est loin d'être dérisoire. Ce qu'on appelle test ADN récréatif, in fine, on est sur un fichage génétique d'une partie de la population. Et un fichage génétique qui s'échange de manière commerciale. Donc qui n'est même pas entre les mains des États. Là, on pourrait imaginer un encadrement légal peut-être un petit peu plus scrupuleux. Là, c'est une donnée, ce sont des données qui s'échangent, mais comme des données de vos habitudes de consommation, par exemple, là, au supermarché. Donc, c'est un phénomène gravissime et qui, une fois de plus, finit dans les mains des Américains. C'est quand même bien foutu, le système. Et le pire, c'est que la dangerosité de tout ça, elle est même parfois évoquée dans nos médias. Et là, il n'y a pas d'alerte. Là, ça ne devient pas un sujet numéro 1. Regardez encore le 27 octobre 2025, sur RMC, donc dans l'émission, c'était les Grandes Gueules, si je ne dis pas de conneries, on a eu cette séquence. Non, ce n'était pas les Grandes Gueules, c'était sur RMC, le 5-7, le Morning RMC. Regardez. C'est interdit, mais ça consiste en quoi exactement ces tests ADN dits récréatifs? Alors ce sont des tests qui sont vendus par des laboratoires étrangers qui commercialisent la possibilité d'en savoir plus sur ses origines ou sur sa santé future. Mais comme vous l'avez dit, ces tests sont interdits aujourd'hui en France. Oui, mais on voudrait savoir comment ça fonctionne en fait. Alors en fait, vous commandez sur Internet à des laboratoires étrangers un kit salivaire qui vous sera envoyé à domicile. Vous réalisez ce prélèvement buccal le plus souvent à domicile et vous renvoyez ce kit au laboratoire à l'étranger. Et quelques semaines après, on reçoit donc les résultats par mail. Exactement. C'est faible ou pas? Alors, c'est un peu une boîte noire ce qu'ils font avec ces analyses. Donc, les tests... Non mais les résultats d'abord. Les résultats... Je sais que c'est pas fiable à 100%. C'est sûr que non. On a l'expérience à l'Institut Curie d'un jeune homme qui nous avait contacté parce qu'il avait réalisé un test génétique en ligne. Et ce test a révélé qu'il était porteur de deux maladies génétiques très rares. Donc il a été informé de ses résultats par email. Et du coup, très inquiet, il a contacté l'Institut Curie pour en savoir un peu plus sur ces deux prédispositions génétiques au cancer. Et on l'a reçu, on a réalisé des tests confirmatoires qui montraient qu'il s'agissait en réalité de deux faux positifs. Il n'était pas porteur de ces deux maladies génétiques. Donc il a été inquiété pour rien finalement d'être atteint un jour de ces maladies génétiques. Voilà, donc toujours ce même discours dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est interdit, mais on ne se sort pas les doigts pour véritablement le sanctionner. Et tout ça, toutes nos données nous échappent et finissent entre les mains des Américains. Donc vraiment,
nickel, beau bilan, un beau bilan sur ce truc-là. Et j'insiste, à coupler avec la question des tests Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut nous assurer, peut-être un fact-checker, peut nous affirmer que ces données n'ont pas été conservées et qu'elles n'ont pas contribué à un plus large fichage génétique des individus? Parce qu'ensuite, si on est complotiste, ce qui n'est pas mon cas, tu peux faire naître beaucoup de questions et beaucoup de craintes sur cette question-là. Parce que le fichage génétique des individus, en matière on va dire de guerre virologique, les guerres un peu contemporaines avec fabrication de maladies et compagnie, c'est bien à ça que servent les fameux laboratoires P4 qui aident justement à travailler les gains de fonction de certains virus, des choses comme ça. Si tu identifies une faiblesse génétique sur une population donnée, alors là je suis ouvertement complotiste, attention, je vous dis pas que c'est vrai. Là je pars dans un délire, j'ai perdu les pédales, hein. Là je suis complètement taré, hein. Je vous le dis, ne m'écoutez même pas, en vérité désabonnez-vous. Mais si tu arrives à identifier une faiblesse génétique chez un peuple donné, pour une raison X ou Y, je vous l'ai dit, je suis pas un expert en génétique, donc peut-être que je dis d'affreuses conneries. Je pose une question plus qu'autre chose. Si tu arrives à identifier ça et à développer un virus qui va cibler tel type de population plutôt que tel type de population, comment on se bricole là? Comment qu'on fait? Et si en plus tu arrives à avoir un fichage en amont, c'est encore plus facile. Donc c'est là où il y a une question terrible sur ces données et le piège qui se referme en toute tranquillité, mais vraiment en toute facilité. Et avec Darmanin aujourd'hui qui te dit non mais en fait c'est une super nouvelle parce qu'on va poursuivre les voleurs. D'accord. Tout est comme ça en fait, tout est fait sous couvert de la sécurité. Tu sais, nos pays s'effondrent, c'est terrible, il y a de la violence qui explose de partout, mais par contre toutes les lois sont faites pour augmenter la sécurité. Vous avez vu, je vous en parlerai dans la semaine, ça, chat control, maintenant l'UE va faire en sorte qu'on puisse espionner vos messages sur les plateformes de discussion comme WhatsApp et compagnie, mais on te dit non mais en fait c'est pour lutter contre la pédopornographie. Ah d'accord, ok. En général, vous en avez absolument rien à foutre, mais là, par contre, c'est devenu important parce qu'il y a des gens qui s'échangent des photos sur WhatsApp. Ah d'accord. Donc, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que la sécurité est l'argument numéro 1. Tu peux faire gober n'importe quoi à n'importe qui à partir du moment où tu prétends défendre sa maison, défendre sa sécurité, défendre son foyer. Tout est justifié comme ça en vérité. Pas tout, mais la plupart du temps, les lois les plus liberticides sont mises en avant et défendues par la question de la sécurité. Sécurité sanitaire, on l'a vu pendant le Covid. Sécurité tout court, c'était le Patriot Act au lendemain du 11 septembre où on a dit on va faire on va lorgner, on va grignoter vos libertés individuelles, mais bien évidemment c'est pour votre sécurité. Derrière, t'as pas plus de sécurité, voire moins, et t'as en plus moins de liberté. Bref. Ça, c'était pour le premier pilier de la vidéo que je voulais vous proposer, cette question des tests ADN. Deuxième pilier, les permis de conduire. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça. On va passer un petit peu plus vite dessus parce que c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué, mais qui va dans le sens de la réflexion finale que je voulais vous proposer. Le permis de conduire à vie, c'est fini. L'Union européenne a voté une réforme majeure. Les permis voitures et motos auront désormais une validité maximale de 15 ans et devront être renouvelés après un contrôle médical ou un entretien d'auto-évaluation. Alors, entretien d'auto-évaluation, là maintenant, moi je ne sais pas. S'ils sont en train de nous inventer l'auto-attestation de conduite, là ça va être pas mal. C'est vraiment, tu arrives devant le policier, vous êtes apte à conduire. Oui, je suis à 12 grammes, j'ai le papier, donc c'est bon. Si c'est ça, c'est pas mal. Ça veut dire que tout le monde va pouvoir y aller. L'auto-école Palmade, l'auto-école qui vous met sur de bons rails. Donc on verra. J'ai pas bien compris cette histoire d'auto-évaluation en vérité. Je continue ma lecture. L'objectif est de réduire les 20 000 morts sur les routes européennes chaque année. La France a 3 ans pour appliquer la mesure. Le texte prévoit aussi un permis numérique, une période probatoire de 2 ans et un partage accru des sanctions entre États membres. Voilà. Alors, sur le volet, l'Union européenne a confondu notre FIAC avec la grotte de Lascaux et nous en met toujours un petit peu plus. Je ne vais pas vous faire un dessin. Si vous suivez juste milieu, on est raccord là-dessus. C'est-à-dire les mesures de l'Union européenne, toujours plus liberticides, toujours plus n'importe quoi, vers un grand contrôle de la vie des individus. Donc là, c'est la totale. Là, c'est le buffet illimité. C'est le chinois au buffet d'Asie que tu as sur la rocade de Toulon, la zone commerciale Les Muguets. Bon, les buffets d'Asie, il est pas mal. Hein. Non, c'est bien. 7 € buffet illimité. Ah, t'as de tout. Des nuggets, des crevettes, des sushis, du chien, la caissière, tu peux tout manger. Tu peux tout manger pour 7 €. C'est pas mal, à mon avis, c'est du fait maison pour 7 €. Et donc, l'Union européenne, c'est un petit peu pareil. C'est ce buffet illimité
de très piètre qualité, mais qui coûtent pas cher. Alors t'essaies de te convaincre que c'est bien. En fait, non. C'est-à-dire qu'une huître bleue qui clignote, non, c'est pas normal. Même à 7,90 € le samedi soir, c'est pas normal. Non, c'est joli. Attention, je suis pas ostréiculteur, mais je sais reconnaître la belle couleur. Mais c'est pas normal. Donc, t'essaies de te dire, t'es à table, ça fait une demi-heure que tu coupes ton bout de salade, la salade, elle est cartonneuse. Tu dis non, 7,90 €, c'est pas normal. Ah si, peut-être, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et non, en fait, non. L'Union européenne, c'est pareil. On essaie de se convaincre en disant, ah, quand même, on dirait qu'ils nous la mettent un peu à l'envers tout le temps, mais peut-être c'est pour notre bien, on ne sait pas. S'ils veulent espionner nos messages, peut-être c'est vrai. Ils veulent lutter contre la pédocriminalité, on ne sait pas. Si, peut-être ils nous prennent plein de pognon, c'est pour des trucs. Après, ça nous échappe. On n'est pas politiciens, on n'a pas de cravate, donc c'est compliqué. Bon, tu essaies de te convaincre, mais en fait, non, c'est de la merde. Même à 7,90 €, c'est de la merde. Donc, ce projet de permis de conduire revalidé tous les 15 ans, avec permis de conduire numérique, avec période probatoire accélérée, avec transmission des sanctions entre les États membres, là encore, peut-être que je suis complotiste. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, moi, si j'étais vous, je quitterais cette chaîne immédiatement. Allez regarder LCI. LCI, t'es bien. LCI, t'es impeccable. T'as pas de discours complotiste, et ça, c'est important. Donc ici, bon, c'est vrai qu'ici, on fait pas dans la dentelle. Hein. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression que ce permis de conduire à revalider tous les 15 ans, quel que soit votre âge, c'est-à-dire, tu passes le permis à 18 ans, tu le revalides à 33. Normalement, à 33, t'es frais. Hein. Je veux dire, sauf si t'as le rythme de vie d'un Gabriel Attal où tu finis junkie à 34, normalement, ça va, tu bricoles, tu vois. Ben non, faudra repasser. Et puis même à 58, tu vois. Donc, t'as quelque chose quand même de beaucoup plus restreint. Et permis numérique. Permis numérique, évidemment. Permis numérique, ça... Voilà, je ne vous fais pas un dessin, validation, invalidation assez facilement. C'est devenu un petit peu la tarte à la crème de dire le crédit social à la chinoise s'installe dans l'Union européenne. On a beaucoup de fact-checkers qui nous disent ouais, allez voir en Chine si c'est pire. Bah, faut pas donner trop envie aux gens parce que c'est pas impossible qu'à force il y ait match, tu vois. Donc voilà. Tout ça pour dire que même Mourad Boudjelal, grand patron de maison d'édition de BD maison d'édition du Soleil, si je dis pas de conneries, grande maison d'édition, grand patron du rugby du côté de Toulon pendant un paquet d'années, nous a déclaré ceci dans les grandes gueules. Même dans les médias mainstream, ils trouvent ça abusé. Moi, c'est ce qui me fait dire que vraiment, ils vont trop loin, l'Union européenne. Qu'on veut, moi la seule chose c'est que je suis français et l'Europe je vous emmerde. J'ai voté contre. J'ai voté contre, je n'ai jamais voté pour être en Europe. Donc ces gens-là, ils vont faire leur partie fine à Bruxelles. C'est ce qui se passe. Et ils vont un peu nous lâcher. Moi je veux qu'on sorte de l'Europe. Je ne supporte plus que des gens pour qui je n'ai pas voté viennent m'expliquer dans des commissions secrètes entre peut-être même entre frères et sœurs, nous expliquer. T'as voté pour tes députés européens. Les députés européens ont un pouvoir de concertation, mais tout se passe dans une petite salle, dans une commission où il y a 10 personnes qui viennent des 3/4 de l'Europe, qui parlent pas notre langue, qui ont pas notre culture, qui nous comprennent pas, qui nous emmerdent. J'ai cherché, je me suis dit bon. Mourad, tu deviens trop radical contre l'Europe. Non. Trop radical. Donc je me suis dit, bon, d'abord on n'a pas voté, donc celui qui est à la santé en ce moment, il nous l'a imposé. Alors ça c'est vrai que cette mesure n'a pas été votée. On n'a jamais voté pour l'Europe. Ça a été imposé. Non, après on nous dit qu'on est dans une démocratie. Et il y a des gens qui se croient plus intelligents que nous, parce qu'ils ont fait l'ENA, parce qu'ils ont fait Polytechnique, qui disent les Français, vous êtes des cons parce que vous avez voté non. Donc nous on va voter oui parce qu'on est plus intelligents que vous. Mais on va vous l'imposer. Donc alors j'ai cherché le seul point positif de l'Europe que je reconnais, c'est la prise universelle pour les téléphones portables. Voilà, c'est le seul point positif de l'Europe. Voilà, donc l'ami Mourad Boudjelal, on l'aime bien. Et là cette déclaration, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui dit ça dans les médias mainstream, donc c'est très bien. Mourad Boudjelal qui fut soutien de Trump, qu'est-ce que je raconte, de Macron un jour. Bon, voilà. Qui ne fait pas des erreurs, voilà, ça peut arriver. Regarde comment il s'appelle, Alexandre Jardin, voilà, bon, il a trahi toute sa vie, mais aujourd'hui il dit des trucs bien, donc ça arrive. Tu peux te planter par moment, mais Mourad Boudjelal, non, blague à part, bravo à lui parce que c'est très rare ce discours anti-UE qui remet en perspective la réalité de l'Union européenne dans les médias mainstream, donc bravo à lui. Et c'est vrai qu'il a chargé la mule. À mon avis, il en a gros sur la patate parce qu'il nous a dit oui, en fait à Bruxelles tout le monde s'encule et tout. Tu dis quand même Mourad, t'as des infos qu'on n'a pas. Ou les sources. Donc c'est vrai que bon, Mourad il est chaud, mais c'est intéressant d'avoir ce genre de discours. Et comme je vous le disais, si je vous montre cette séquence, pas par rapport à Mourad Boudjelal ou pas, qui moi en tant que supporter de Toulousain est pas quelqu'un que j'aime forcément, il nous a enlevé 3 coupes d'Europe, donc ça me plaît pas. Mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs vous allez me dire, ça n'a rien à voir.
Je vous entends. Donc oui, ça n'a rien à voir. Mais c'est tout ça pour dire que même si les mainstream commencent à évoquer ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Et que cette histoire de permis de conduire est plus du cul et qu'on est très clairement sur... ça ressemble en tout cas à une dynamique de crédit social, version routière, hein, le côté bison futé, bison browser, big futé, vous l'appelez comme vous voulez. Mais il y a un croisement entre les deux qui est pas rassurant. Et... dernière séquence en date du 25 octobre. Alors là, on a Nathalie Saint-Cric, alors qui n'est pas responsable secteur chez Midas, parce que c'est vrai que quand tu t'appelles Saint-Cric, tu te dis peut-être un problème de pneus, Nathalie déboule, Nathalie répare. Pas du tout, elle est journaliste. Donc vraiment... Alors peut-être qu'elle a pris des coups de cric pour en arriver là, c'est pas impossible non plus. Peut-être voilà, le Saint-Cric lui a permis aussi d'être à la télé, je sais pas. Moi je suis là pour poser des questions. Donc je suis pas là pour donner des réponses. Donc les réponses, vous vous démerdez. Moi je suis là pour poser des questions. Et Nathalie Saint-Cric qui nous a dit, finalement, c'est la prise en charge des traitements. C'est peut-être pas si bien notre histoire de soigner les gens. T'as un cancer, on va t'accompagner. Non, peut-être c'est pas une bonne idée. Donc c'est le troisième pilier de ce que je voulais vous dire dans ces grandes remises en cause sociétales dans nos sociétés. Nathalie Saint-Cric, elle nous a dit ça. Il avait été question à un moment donné, donc Lionel Jospin de gauche, qu'il y ait une distinction entre... Enfin, en gros, qu'on ne rembourse pas également tous les gens, quel que soit leur revenu. Et c'est quelque chose qui était un tabou énorme, avec beaucoup d'études qui disaient que quand quelqu'un tombait malade, classe moyenne supérieure ou riche, il avait l'impression que c'était la double peine, c'est-à-dire que non seulement il tombait malade, mais en plus toutes les cotisations qu'il avait versées toute sa vie, pas grave, il serait moins bien remboursé. Donc c'était vraiment, et la gauche avait dû renoncer à ça, alors que sur le papier ça semble assez logique de ne pas rembourser de la même façon quelqu'un qui gagne 1 500 € ou 1 200 ou un minimum vieillesse et quelqu'un qui a une retraite de 6 000 € par mois. Mais c'est véritablement l'attachement à un système universel qui est quelque chose qui caractérise la France. Alors, peut-être qu'en déremboursant certains médicaments, on fait en sorte que le Doliprane soit pas remboursé pour des gens qui, de toute façon, pour lesquels c'est pas important, mais sur les gros traitements. Et on sera confronté à de plus en plus de gros traitements lourds et chers. C'est-à-dire qu'avec tous les progrès qu'il y a en matière de cancérologie, en matière de tout, on aura des traitements très, qui coûtent cher. Donc, il va falloir forcément, à un moment donné, qu'on étudie ce point-là, qui est, est-ce qu'on peut continuer à rembourser tout le monde de la même façon, quels que soient les revenus. Mais ça, je ne pense pas que c'est cette fois-ci qu'on va se confronter à ce sujet-là, parce que c'est véritablement, non pas une bombe, mais quelque chose qui, qu'on soit de gauche ou de droite, universel, c'est quelque chose qui est considéré comme un acquis pour toujours. Alors, je vais charrier un petit peu quand même, parce que bon, c'est une émission aussi rigolote. Je parlais de Nathalie Saint-Cric sur la vanne, l'aspect un petit peu automobile et garagiste de la chose. Est-ce que c'est pas Nathalie Saint-Cric de la binouse? Parce qu'elle est quand même très longue pour nous faire 3 phrases. Alors, c'est vrai, on peut rembourser les gens. Ils sont malades, les gens. Ils ont des problèmes. Ils ont mal au dos, ils ont mal au cul. Alors, si on rembourse pas, ouais, c'était long, hein. C'était très long ce qu'elle nous a dit, Nathalie. Alors qu'en fait, tu résumais ça en une phrase, c'est on va vous peler jusqu'à l'os, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe, Nathalie Saint-Cric? Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Parce que putain, ça a duré des plombasses pour pas grand-chose, ton histoire. Donc, pour redevenir sérieux sur cette question-là, là encore, quand je vous parle de ces 3 piliers, vous commencez à me voir venir sur le sens qu'il y a en fait entre ces 3 dynamiques qui vont dans le même sens en vérité. Enfin, le point commun, qu'il y a entre ces 3 dynamiques qui vont dans le même sens. C'est-à-dire la stratégie des petits pas. La stratégie des petits pas, c'est qu'au début, c'est un petit truc, même parfois récréatif, comme les tests ADN. Puis, c'est une petite avancée. Vous savez, permis de conduire numérique, c'est pratique, vous l'avez sur votre téléphone. Puis, le déremboursement, bah oui, parce que quand même, les migrants, ils sont soignés, c'est abusé. Et puis, tu sais, tu fais avancer l'opinion publique très doucement. C'est le principe même de la fenêtre d'Overton. Tu fais avancer l'opinion publique très doucement, très doucement. Et quand ça se normalise, tout le monde se dit « Oh putain, on se les fait mettre à l'envers ». Oui, mais en fait, non. Parce que ça fait 10 ans qu'on est en train de te cuisiner, mais là, c'est trop tard, parce que là, t'es cramé. C'est la chipolata que t'as oubliée sur la poêle. Tu sais, la dernière, tu sers tes convives, il en reste une, tu la poses sur la poêle chaude. Bon, bah derrière, c'est Jeanne d'Arc. Bon, bah voilà,
En fait, les réformes sociétales, c'est un petit peu pareil. Ils avancent par tout petit pas, tout petit pas, tout petit pas. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Sur ces 3 piliers qui, de prime abord, n'ont pas vraiment à voir, mais sont sur des sujets qui, finalement, poussent dans le même sens. Ce qui est intéressant à observer, c'est que cette stratégie des petits pas, elle est rendue possible parce que l'opinion publique le tolère aussi. L'opinion publique le tolère de plus en plus, où on arrive à se faire leurrer nous-mêmes, on arrive à considérer des sous-sujets comme des sujets d'importance première, et pendant ce temps, le reste avance. Le reste avance, tant qu'on est par exemple, dans des bisbilles politiques, tu vois, des bisbilles politiques qui vont capter l'attention, on va détourner les gens. C'est tout le danger de l'écran de fumée. Et donc là, ces 3 sujets, ces bases génétiques qui sont en train de se constituer dans le dos des gens, l'Union européenne qui continue d'avancer petit à petit, et la question du remboursement des traitements, et plus largement de la privatisation de la santé. Je sais bien que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas une révélation que je fais là. J'entends bien, d'ailleurs je vous l'ai pas vendu comme tel. Mais c'est juste, je voulais mettre en avant ces sujets-là pour démontrer toute l'importance de rester vigilant, mais pas sur les sous-sujets. Pas sur les sous-sujets. Il y a trop de sujets aujourd'hui dans les médias, même alternatifs et mainstream évidemment, qui détournent notre attention sur des trucs dont on se fout complètement. Parce que ce que les médias n'évoquent pas, ou très peu, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui se joue dans notre dos. Si on aime le théâtre, ce qui est passionnant, c'est la machinerie pour changer les décors. Bien sûr que les acteurs jouent très bien. Maintenant, Don Juan, tu l'as vu 14 fois, bon bah tu l'as vu 19 fois, tu vois, c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est la machinerie. Pour te faire voyager d'un univers à l'autre en quelques secondes. Ça devient passionnant. Et aujourd'hui, je vous parle de ces sujets-là parce que je voulais justement insister sur le côté regarder la machinerie plus que les acteurs. Et aujourd'hui, les acteurs qui se bagarrent à l'Assemblée nationale pour nous dire « Ah oui, mais alors en fait, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a un alinéa où il manque une virgule. » Et tu fais 3 jours là-dessus. Et puis après, tu as Sarah Knafo qui déboule. « Ah oui, mais en fait, les migrants, c'est pas bien. » Ah d'accord. Puis après, tu as Jordan Bardella qui arrive. Alors nous, on a notre contre-budget. Puis en fait, Marine Tondelier, ouais, mais je suis candidate. Ouais, mais en fait, t'as vu le nouvel album de Mylène Farmer. Ouais, ok. Alors c'est très bien. Mais tout ça, on s'en branle en vérité. Au bout du compte, on s'en branle. Ce que je vous dis est frappé du sceau de l'évidence. Hein. On est complètement d'accord. Mais je trouve que ça a son importance. Ça a son importance en guise de rappel. Voilà, pour garder la tête froide et se dire, ce qui est intéressant, c'est d'observer la machinerie, d'observer ce qu'ils ne disent pas beaucoup et d'observer les grands changements sociétaux qui se préfigurent déjà. Et comment ils arrivent à nous faire gober les pilules en nous inventant des sous-sujets ou des écrans de fumée. Donc je voulais vous parler de ça. Cette immense manipulation qui continue évidemment. Manipulation peut-être des esprits, manipulation des âmes, tout ce que vous voulez. Mais j'aime bien ce genre de vidéo. Rappel, voilà, il n'y a pas de révélation. Je ne veux pas vous faire peur inutilement parce que je sais que vous êtes beaucoup déjà à savoir tout ça. Mais je trouve qu'il est important de jouer sur les fondamentaux, quoi. D'insister sur les fondamentaux. On gagne le match avec des passes. On gagne pas le match avec des percées de 250 mètres, à part si t'es nazi. Et là, les grandes percées en Pologne, voilà. Bon. Et après, ça nous emmènerait trop loin. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette séquence-là, les amis. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez sur ça. Est-ce que vous trouvez le rappel utile ou pas forcément? N'hésitez pas, c'est important de papoter. Il y a Stratus13 qui dit « C'est vrai que pas grand monde par les agriculteurs virés à coups de pied par les CRS quand ils voulaient voir leur ministre au sujet des cheptels à les lentilles. » Par exemple. Pour vous raconter la petite anecdote, pour vous raconter un petit truc. En fait, cette vidéo, j'ai eu l'idée de la faire vendredi. Je lis, il y a 2 commentaires intéressants, après je vous raconte l'anecdote. Stratus 13 qui dit c'est vrai que pas grand monde parle des agriculteurs. Ah oui, ça je l'ai déjà lu. Karim Zachaud de Pierre, j'espère que tu vas bien mon Karim. Pain de mie disait que si les infos n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas, oui, alors que c'est vraiment le contraire. Et Olivier Mars 13, on les vire Manu Militari, on impose une autre façon de fonctionner, plus d'élections mais uniquement des RIC et des assemblées tirées au sort. Donc cette vidéo, en fait, si vous voulez, des changements majeurs qui se passent en coulisses quand on arrive à focaliser l'attention des gens ailleurs. Vendredi, j'étais sur le quai de la gare à Bordeaux. Bordeaux-Saint-Jean, prochain arrêt à la gare Castillon, gare Marguerite. Bon, l'arrêt de notre terminus, ce sera Colmar. Et là, je rencontre un monsieur qui suivait la chaîne, machin, il reconnaît ma tronchetta, on papote. Super intéressant, j'y fais un bisou d'ailleurs s'il regarde. Super intéressant. Et il est contrôleur.
Il est contrôleur de métier, le mec. Alors, tu sais, au début, je fous de sa gueule, je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais là à l'heure? Et il m'a dit, ta gueule, c'est pas marrant et tout. Et on discute, et on papote des grèves de contrôleurs qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps. Et puis, en fait, le train avait du retard. Le train qu'on devait prendre tous les deux avait du retard. Et on papote, machin, on discute. Et il me dit, putain, mais tu te rends compte que je peux même pas aider mes collègues. J'ai dit, mais comment ça? Et il me dit, bah, avant, la SNCF était organisée de sorte à ce que TGV, Interrail, TER, tout ce que vous voulez, tous les types de trains différents, c'était interopérationnel. C'est-à-dire que, par exemple, tu montes dans un TGV, il manque un contrôleur parce que, je sais pas, il a la chiasse. Bon, toi, t'es contrôleur TER, en fait, tu as le droit de dire, ben voilà, je me mets en disponibilité pour vous, je vous file un coup de main, comme ça, on part à peu près à l'heure, on n'a pas besoin d'attendre un remplacement de quelqu'un qui vient de je sais pas d'où, et on peut partir. Et en fait, ça, il y a quelques années en arrière, il y a eu une grève de contrôleurs, enfin d'équipage SNCF. Comme d'habitude, les médias ont monté l'opinion contre les contrôleurs en disant regardez ces branleurs, ils sont bien payés, ils ont des vacances, venez, on les tabasse tous. Donc comme d'hab, hein, quand il y a une grève d'un corps professionnel, tous les médias font en sorte que l'opinion publique se retourne contre le corps professionnel en question. C'est pareil avec les profs, c'est pareil avec l'hôpital, c'est pareil avec les patrons, c'est pareil avec tout ce que vous voulez. Et donc, il me dit, la SNCF a changé ça il y a quelques années en arrière, et ils ont mis fin à l'interopérabilité des équipages. C'est-à-dire que maintenant, t'es équipage TGV, ou TER, ou Interrail, ou je ne sais quoi, mais tu peux pas passer d'un train à l'autre. C'est plus les mêmes formations, c'est plus les mêmes outils, les machines qu'ils ont pour scanner les bordels et tout, c'est plus pareil. Et donc, en fait, tu peux plus passer d'un train à l'autre en cas de besoin exceptionnel. Ce qui fait que ça nuit au service. Donc, in fine, ça nuit aux usagers. Et ça, personne te le dit dans les médias. Il m'a dit ça, j'étais sur le cul, tu vois. J'ai dit, putain, mais les médias ne l'expliquent pas, en fait. Donc, vous avez l'opinion publique qui se retourne contre les équipages SNCF. Je vous dis pas que parfois, il n'y a pas des grèves qui font chier pour pas grand-chose. Mais parfois, il y a des grèves qui sont importantes. Et les mecs défendent leurs acquis, comme tout corps professionnel. Et il me dit, mais le pire dans l'histoire, c'est qu'ils ont mis fin à l'interopérabilité. Et en plus, forcément, comme ils préparent la privatisation de la SNCF, au bout du compte, la salade, c'est celle-là, hein. Et bien en fait, vu qu'ils ont séparé les types de trains, ils ont créé des états-majors par type de train. Donc ils ont multiplié les postes de cadre. Donc les mecs te disent, on fait des économies, les équipages, vous comprenez, machin, on fait des économies de bout de chandelle, alors qu'en vérité, tu multiplies les postes de cadre. Donc tu fais pas tant d'économies que ça. Et il m'a dit ça, mais ça m'a fumé, tu vois. Et t'as des trucs à la con comme ça. Il m'expliquait, par exemple, que les conducteurs de TGV ont des primes par rapport à la distance parcourue sur un mois et compagnie, alors que les contrôleurs n'ont pas cette prime. Or, quand tu es dans le train, que tu sois contrôleur ou pilote, tu fais le même truc. T'es loin de chez toi de la même distance, si tu veux. Et ben c'est pas pareil. Et donc, c'est aussi ça, en fait, ce que je trouve super intéressant. Et je vous le dis à chaque fois qu'il y a des grèves, que ce soit les agriculteurs, les trains, les profs, tout ce que vous voulez, bien sûr que ça casse les couilles. On est d'accord. Quand en plus c'est pendant les vacances, tu dis putain, déjà je galère à me payer les vacances, il y a les grèves, ça fait chier. Bien sûr que c'est chiant. Mais n'oublions pas que, comment dire, paradoxalement, quand les médias retournent l'opinion publique contre des corps de métier bien identifiés, c'est pour tuer la grève à venir. Parce que la grève qui est déjà là, tu peux rien faire. Tout ce que peut faire le système médiatico-politique, c'est de retourner l'opinion publique, de sorte à ce que la prochaine grève n'ait pas lieu. Mais pour moi, on peut voir une grève comme quelque chose de collectif, mais de manière épisodique. C'est-à-dire, un coup, les contrôleurs SNCF vont défendre leurs acquis, et il faudrait que la majorité des Français les défendent, parce qu'un autre jour, le gouvernement voudra s'en prendre aux profs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce que font les médias pour exploser l'opinion publique et faire en sorte que les gens ne se soutiennent pas entre eux, c'est de monter l'opinion publique contre chaque corps de métier qui fait la grève. Quand c'est les profs, tu vois les articles en mode « Ah ouais, ils ont des vacances, ils ont des machins, ils ont des bidules ». Mais en fait, si on ne se défend pas les uns les autres, petit à petit, le gouvernement l'emporte. C'est-à-dire qu'il peut taper sur tout le monde, et à chaque fois, l'opinion publique se dit « Ouais, mais ils ont tort de défendre leurs acquis ». Donc, in fine, plus personne ne défend ses acquis. Et je trouve que c'est intéressant d'être prudent là-dessus. Bien sûr que parfois, il y a des grèves pour rien. Bien sûr que parfois, il y a des grèves abusives. Mais n'oublions pas que c'est toujours dans l'intérêt du gouvernement de retourner l'opinion publique contre des gens qui défendent leurs acquis et qui, un jour, auront peut-être et peut-être que ces gens-là, un jour, vous verrez de l'intérêt chez eux quand ils auront à défendre vos acquis à vous. Et c'est ça qui est important. Donc voilà,
Là, je fais un discours de la CGT. mais je le pense vraiment. Donc, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important de ne pas oublier que, oui, une grève, c'est chiant, mais que celui qui fait grève aujourd'hui, peut-être qu'il fera grève pour vous demain. Et c'est ce qui est important, c'est l'unité là-dessus. Et là, j'ai envie de mettre un béret, et j'ai envie de faire cuire des merguez, et j'ai envie de dire non au capitalisme. Voilà, je vous le dis, mes petits raisonnements, voilà, je le mets sur la table. N'oublions pas ça. Plutôt que de voir dans la grève juste un mouvement qui casse les pieds, n'oublions pas que certains défendent leurs acquis et que demain, ils vont peut-être défendre les vôtres. C'est important, et vice-versa d'ailleurs. Éclat 15 qui nous dit « J'ai travaillé chez Transdev Île-de-France, on avait des médiateurs chargés de s'occuper des conflits avec des clients, aucune formation. Quand j'en avais dans mon but, j'étais la seule capable d'assez de diplomatie pour désamorcer les situations à risque. Des gens payés pour rien en fait. » Eliane Achard qui dit « Inutile, on l'a bien vu avec les gilets jaunes, ça a été le plus grand rassembleur de classe et pourtant rien. » C'est vrai. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Ça pousse pas à l'optimisme, mais je pense qu'il faut essayer de tenir la barque. Mais je suis conscient que c'est pas facile. Ambrosiax, le classique divisé pour mieux régner qui marche encore et toujours, surtout dans ce pays. À faire regarde ce qu'a le voisin, tu ne l'as pas, hein, tu aimerais bien, bah tu peux pas, donc soutiens pas. Le seul truc à diviser, c'est le coup de ces traîtres. Complètement d'accord avec ça. Alors peut-être pas sur la dernière partie qui est un poil piquante, mais voilà. Sur le reste, petit rappel de gauche, parce que n'oublions pas, comme disait Marlène Schiappa, c'est la turlude finale, évidemment. Les amis, 18h08, je suis claquignos, je vous l'avais dit, mais on est sur une semaine de grand chelem. Donc, qui veut aller loin ménage sa monture. Voilà. Et si y a des opticiens parmi vous, gardez vos blagues pour vous par rapport à tout ce qui est monture, évidemment. Donc, on a une semaine de Juste Bistrot. Demain, je reviens à mes premières amours. Je vais vous parler littérature. J'ai lu un bouquin qui m'a régalé ce week-end. Je vais vous en parler. J'ai hâte de vous en parler parce que vraiment, petit chef-d'œuvre, petite pépite, et je pense que vous l'avez tous vu en librairie. Donc en plus, vous allez voir, pépite terrible. On va parler de ça. Demain, on va parler MK Ultra. Donc il y aura de tout. Dans les sujets, il y aura plein de choses cette semaine. Et surtout, vendredi, troisième extrait, c'était mieux avant, à La Rochelle, ambiance de folie, vous allez voir. Et dimanche à 19h, grosse surprise, grosse annonce sur la suite de l'aventure du spectacle Zinzin, qui va prendre... Ça va être, tu vas voir, voilà, ça va être du plaisir, ça va être du bonheur, une belle année qui nous attend. Donc voilà les amis, pour ce soir, ce que je pouvais vous dire. On ne se quitte pas comme ça, on finit avec le spectacle, vous le savez. Il nous reste 3 dates en 2025. Il nous reste Plan de campagne, juste à côté de Marseille, le 7 novembre. Ça va être une belle fête aussi là-dessus. Paris, tardez pas les Parisiens parce que c'est le 20 novembre, donc dans un peu moins d'un mois, mais il reste même plus 70 places. Ça part très très vite sur Paris, je pense qu'on va être complet bien à l'avance, donc ne tardez pas. Et Genève, nos amis suisses, 13 décembre 2025 pour finir l'année, ça va être coquin, voilà les 3 dates 2025, les amis, je vous mets le lien dans le chat, et puis sinon vous tapez juste milieu spectacle ou billetterie Zinzin sur Google et vous allez trouver. Voilà, je vous embrasse les copains, on se retrouve demain en pleine forme, plein de sujets, on se fait une semaine de fous furieux. Je vous embrasse, prenez soin de vous, vive la rigolade et vive la France. Voilà, ça c'est dit. Allez, à demain. Ou bien derrière, ils ont tous bénéficié d'un point de départ. Ma vie à moi commence nulle part. Ils ne sont pas tous obsédés, vils et pervers. Ce sont avant tout des paumés, des solitaires, qui tentent avec moi d'éloigner leurs idées noires. Sauf que les miennes se sauvent nulle part. Mes parents font autant